À chaque fois que les femmes que j'accompagne se rendent à une expertise psychiatrique et médico-psychologique, en fait, je tremble. Je tremble parce que, effectivement, ma peur, c'est qu'on reconduise l'idée, mais ça arrive très régulièrement dans mes dossiers, qu'elle y est sans doute pour quelque chose, compte tenu de son profil psychologique, etc. On a un discours circonstancié, précis, à la fois des faits, des émotions, du trauma qui a résulté. Tout ça, ça va devenir quelque chose qu'on sort du champ événementiel, de l'événement des violences, et qu'on replace dans un champ qui est celui du fantasme. Et donc, si c'est dans le champ du fantasme, alors c'est dans le champ de la fiction. Le plus souvent dans l'histoire, Anonyme était une femme. Les bras se sont levés, les bouches sont exclamées. Maintenant, il faut des mots. Ça dure toute la vie, une évasion. C'est tout le temps à refaire. Le féminisme est une révolution, pas un réaménagement des consignes marketing. Toutes ces vies, infiniment obscures, il reste à les enregistrer. Un podcast à soi, par Charlotte Bien-Aimée, épisode 50. Psy et féminisme. Premier volet. Au procès des folles. Parfois, il m'arrive de douter, de mes souvenirs, de ce qui s'est passé, de mon récit, de qui je suis. Parce que l'espace de quelques secondes, des phrases que je tente d'oublier réapparaissent et se bousculent dans ma tête. Je surjoue la peur, dit un ancien ami, lorsque je lui parle d'une situation qui m'a paru violente. Je suis castratrice et je me suis radicalisée, témoignera un autre. Et puis moi aussi, j'ai des problèmes à régler. Je suis trop fusionnelle avec mon enfant, ou alors trop détachée, car carriériste. Mon anxiété vient surtout de moi, j'en fais trop par rapport à la réalité, conclura un professionnel. C'est un exercice difficile de lutter contre ces descriptions que d'autres font de soi. Contre ces phrases qui détricotent toutes les analyses transmises depuis des dizaines d'années par les chercheuses, les militantes, les associations et les amies féministes. Ça s'infiltre dans le cerveau. On hésite. Aurait-il raison quelque part ? Et on doit recommencer le travail de se croire soi-même, trouver sa propre vérité, comme ce fut le cas pour Anouk. En 2017, elle porte plainte pour viol, torture et actes de barbarie contre celui avec qui elle entretenait une relation depuis quelques mois. Les faits remontent à 2011. Au cours d'une nuit terrible, Anouk se voit mourir. Elle parviendra finalement à s'enfuir et à ne jamais revenir. Suite à sa plainte, une enquête est ouverte. Le juge d'instruction demande une expertise psychiatrique et médico-psychologique. Ce type d'expertise est obligatoire pour les mises en cause, mais facultatif pour les plaignantes. Celles-ci doivent pourtant s'y soumettre de manière quasi systématique dans les affaires de violences sexuelles et conjugales. Le moment de l'expertise, c'est encore un moment de grande fragilité pour moi. C'est-à-dire que ça réactive un traumatisme. J'ai été détruite entièrement, au-delà de la douleur physique, après avoir été traitée comme un bout de viande, avoir perdu le statut d'être humain. Quand on revient de ça, on a l'impression de ne plus exister. Donc j'appréhende, je suis pas bien. Je sais aussi que l'experte que je vais voir est pas forcément très très favorable. Mon avocate a déjà eu affaire à elle dans d'autres affaires, donc elle me dit oui, préparez-vous psychologiquement parce que ça risque d'être un peu dur. Tout en me disant, mais en même temps le dossier est super solide, ma parole est construite, donc ça pourrait bien se passer. Je vais la consulter directement sur son lieu de travail. J'attends, je sais pas si j'attends au bon endroit, j'arrive 1 heure en avance. Déjà, je l'ai eu au téléphone avant. Et elle me prévient que il va falloir que je prévoie du temps, que je prévoie de quoi me sustenter aussi, si je tiens à manger, parce qu'elle aime passer du temps avec ses sujets. Et donc, quand j'arrive, la trouille qui monte, j'ai le cœur qui bat, les jambes qui tremblent. Elle me redit, ça va être long. La toute première chose, c'est, ok, les faits, vous dites que ça s'est déroulé en 2011. Et vous portez plainte en 2017. Et donc, pourquoi vous mettez aussi longtemps ? Donc là, moi, j'explique ce que j'ai déjà expliqué, en disant, mais j'ai peur pour mon enfant, j'ai été menacée de mort.
Puis la honte, l'humiliation, l'impression que personne ne va me croire. Et de fait, comme les quelques personnes à qui j'en parle médicalement ne me croient pas, je me dis personne ne me croira. Et puis, quelques années plus tard, je me suis dit, si, en fait, c'est important d'aller porter plainte, de dire, je me réapproprie ma propre histoire et je redeviens sujet. Et donc, elle insiste en disant, mais comment ça, la peur? Comment ça? Mais vous avez peur? Mais peur de quoi? Mais peur de quoi? Mais il n'y a aucune raison d'avoir peur. Pourquoi vous avez peur? Comment ça, la honte? Vous avez été à l'hôtel Dieu parce que vous vouliez qu'on vous examine. Donc, vous voulez me faire croire que vous avez la force d'aller à l'hôtel Dieu, mais vous ne pouvez pas porter plainte. Et pourquoi vous ne portez pas plainte? Et pourquoi? Et ça revient, et ça revient. Et elle insiste, et elle me redemande de re-raconter la nuit. Et quand je parle des violences, elle me dit, donc, vous restez, quoi. Vous dites qu'on vous fait des trucs, que c'est de la torture, que c'est des viols, et vous barrez pas, vous mordez pas, vous criez pas. Donc à un moment, ma mâchoire craque, mais je vois pas comment ça peut craquer, je comprends pas. Comment ça, il vous maintient la mâchoire? Il vous force à faire des fellations? Comment c'est possible? Tout est mis en doute, c'est un truc de mise sous pression qui fait qu'au bout de 2 heures, déjà, j'en peux plus. À un moment, je pleure, j'avais des vertiges, c'est très très éprouvant. Elle me demande de tout raconter tout en me disant à un moment, là, ce serait bien d'accélérer un peu. Et donc, je lui dis, vous voulez que je saute des passages? Il dit, non, vous pouviez sauter les pauses. Et donc, les pauses, en fait, c'est les moments où je pleure. Donc, dès que je pleure, elle fait, OK, si c'est comme ça, si vous n'êtes pas capable de vous contrôler, on arrête et je vous reconvoque une autre fois. Hein. Le piano n'est pas bien accordé, mais bon. Elle essaye de me faire dire mais alors vous avez des fantasmes? Donc je botte un peu en touche en disant oui, comme tout le monde. Ah bon, tout le monde a des fantasmes? C'est quoi les vôtres? Et après elle me dit comment vous vous décririez? Donc là je pense que je suis assez romantique. Mais ça veut dire quoi romantique? Définissez romantique. Les violons, les trucs. Vous aimez les violons, mais les violons c'est triste, vous aimez pleurer. Ensuite... Vous dites que vous êtes romantique. Qu'est-ce qui, dans cet homme, est romantique? Qu'est-ce qui a pu vous plaire? Comment vous pouvez me dire que vous attendiez autre chose de lui que des violences? Ça se voit sur sa gueule, non? Ça se voit sur sa gueule qu'il est violent. Donc, qu'est-ce que vous êtes allé chercher? Ce qu'elle cherche vraiment à me faire dire, non mais au fond de vous, vous le vouliez, quoi. Enfin, vous vous remettez jamais en cause, vous vous mettez jamais en doute. Ne posez pas de questions sur vous-même, vous vous demandez pas pourquoi ça vous arrive à vous, quoi. Enfin, on a décortiqué ma vie sexuelle. Elle me demande si j'ai déjà pratiqué des sodomies, mais les sodomies c'est un truc violent, donc vous acceptez des trucs violents. Je veux dire, on m'a demandé aussi plusieurs fois, mais vous aviez déjà vu des films porno, et quel rapport? Et j'ai passé une nuit à supplier, à dire non, à dire arrête, et ça continue quand même. À un moment, je la vois, elle écrit tout à la main, avec des stylos plumes, elle noircit des cahiers, et je vois que elle dessine ma bouche, et elle dessine, j'ai un grain de beauté. Elle dessine ce grain de beauté, et quand elle voit que je vois ce qu'elle est en train de faire, elle masque. Le fait que je sois comédienne, et elle insiste aussi beaucoup là-dessus. Qu'est-ce que j'ai joué comme rôle? Ah oui, vous avez joué beaucoup des rôles d'ingénue. Il y a quelque chose de terriblement glaçant et d'hyper humiliant. Ensuite, il y a toute la partie sur... l'enfance, le milieu familial. Je dis, j'ai des origines d'Afrique du Nord, des origines d'Europe de l'Est. Et donc, tout de suite, elle enquille sur... ah oui, donc vous avez des origines juives, ashkénazes et séfarades. Et donc, vous avez une éducation religieuse, donc vous avez une éducation juive. Donc, je lui dis que non. Et votre grand-mère, c'est quoi son histoire? Ma grand-mère, il se trouve, a été déportée, est sortie des camps. Pendant des années, on n'en a pas parlé, ou alors de manière extraordinairement parcellaire, c'était des bribes. Et donc, elle m'en a parlé
quelques années avant sa mort pour la première fois. Elle insiste énormément là-dessus. Ça fait déjà plus de 6 heures que je suis avec elle. Je suis déjà plus tellement en état de réfléchir. Elle me dit, moi j'ai pas besoin de manger, donc si vous y tenez, on peut faire une pause, mais et je comprends qu'il faut pas dire oui. Vraiment, c'est très dur de pas craquer, quoi. C'est pas impossible qu'à un moment, j'ai dit des choses parce que je voulais que ça s'arrête, quoi. J'ai dû lire ensuite le rapport. Elle avait donné un descriptif physique. Elle dit cheveux bouclés, donc désir d'attirer l'attention. Elle a des grains de beauté qui font penser aux mouches des coquettes du roi Soleil. Ou alors, elle peut pas en parler sans pleurer. Donc ça veut dire qu'elle a besoin d'attirer l'attention. Tendance à l'histrionisme. C'est une parole hystérique. Donc j'ai besoin qu'on parle de moi. Vraiment, le truc central, au-delà de ça, c'est grand-mère déportée, histoire familiale en lien avec la Shoah, donc désir de transposer les violences vécues pendant la Seconde Guerre mondiale, donc la tragédie historique et familiale, de la transposer et de la revivre à un échelon intime, et donc de trouver son propre bourreau personnel. Elle ne met pas en doute dans son expertise à lui non plus qu'il ait des tendances potentiellement violentes, potentiellement perverses, potentiellement sadiques, mais n'empêche. En sortant de ces 8 heures, la tentation était là, de sortir de là, de dire là c'est trop, je me fous sous une bagnole, ça ira plus vite. C'est une telle violence, une telle suspicion. J'ai pas d'autre mot que l'humiliation, voilà, la honte qui vient se plaquer sur déjà les extrêmes violences vécues. C'est presque comme si à une nuit de torture on rajoutait une journée de torture. Et c'est trop violent. Femme debout face à rien. Femme debout face à rien, qui regarde fixement. Femme debout face à rien, qui regarde en dedans. Femme debout face à rien qu'un spectacle intérieur. Femme debout face à rien, mais un rien qui serait tout. Femme debout face à rien, sans rien faire, sans rien dire. Femme debout face à rien, silencieuse pour toujours. Femme debout face à rien et en dedans, fantôme. Femme debout face à rien et le cœur qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat, qui bat si violemment, si fort et si intensément. Tir tendu 12, Anouk. Comme Anouk, de nombreuses femmes victimes de violences témoignent d'expériences très douloureuses lors d'expertises psychologiques. Normalement, ces expertises sont là pour déterminer si la plaignante présente des troubles psychiatriques ou une insuffisance intellectuelle et pour évaluer l'éventuel retentissement psychologique des violences dénoncées. Dans les faits, elles se transforment souvent en enquête de crédibilité, bien que cette notion soit interdite depuis le rapport de la commission Outreau en 2005. 2 articles parus récemment dans Mediapart et Télérama racontent que plusieurs victimes et associations ont porté plainte pour faute déontologique contre des experts très souvent sollicités par les juges. Malgré les plaintes, peu d'entre eux sont inquiétés. Les magistrats expliquent qu'il manque de candidats pour des expertises peu rémunérées. Pour l'avocate Frédérique Paulet-Rouillère, qui accompagne des femmes victimes de violences sexistes et sexuelles dans de nombreux parcours judiciaires, ces experts exercent dans une situation de toute puissance. L'expert, il a la maîtrise du lieu, il a la maîtrise du temps.
il a la maîtrise des conditions. On ne lui demande aucun compte sur la manière dont il a reçu la personne, sur le temps qu'il prend pour le faire. Il n'y a pas de tiers présent. C'est pas filmé. Et on lui demande en plus rien sur ses présupposés scientifiques, le fondement de ses analyses. Alors en plus, si l'experte te pond un rapport de 50 pages, elle donne l'impression qu'elle est sérieuse, elle donne l'impression qu'elle a bien travaillé et elle donne l'impression qu'elle a bien étayé son travail. Il n'y a pas de contradiction possible. La possibilité qu'on a, nous, en tant qu'avocate, c'est de demander une contre-expertise. Sur ce type d'expertise-là dont je parle, je n'ai jamais obtenu de contre-expertise. Je me souviens de la réponse d'un juge qui m'a dit « Que je sache, maître, vous n'êtes pas psychiatre. Je trouve ce rapport extrêmement intéressant et étayé et je refuse votre demande de contre-expertise. » Et comme on demande à l'expert en fait, de quand même se prononcer sur le fait de savoir si elle affabule, si elle est crédible, l'enjeu il est immense. Ces expertises-là sont déterminantes dans les dossiers. Et les juges se retranchent derrière les rapports d'expertise. En fait, dans la procédure pénale, elles sont en permanence à devoir se justifier de pourquoi en fait elles n'ont pas échappé aux violences qu'elles ont subies. Et puis après, il faut qu'elles montrent patte blanche. Il ne faut pas qu'elle soit trop intelligente, trop critique à l'égard de l'attitude de l'experte. Si la victime exprime un étonnement ou est interloquée par un questionnement, ça va mal se passer. Elle va être immédiatement taxée de remettre en cause la compétence de l'experte. Quand bien même la question n'aurait absolument rien à voir avec les faits en question. Et c'est des positions en fait en réalité assez intenables. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elle soit trop affirmée, mais il ne faut pas qu'elle soit non plus trop effacée. Il y a des attitudes, alors après en fonction de l'obédience psychanalytique, mais on ne la connaît pas toujours. On va considérer par exemple pour une mère que si elle se penche vers son enfant quand son enfant est expertisé, elle est fusionnelle et elle passe l'inquiétude à son enfant, alors qu'en fait c'est juste un geste de réassurance de l'enfant en lui disant « je suis à tes côtés, tu peux y aller, tu es protégé ». En gros, quoi qu'elle fasse, on va être amené à leur reprocher d'être trop ceci ou pas assez cela. Je n'ai jamais vu que l'experte ou l'expert prenne en compte son post-trauma, c'est-à-dire son traumatisme, c'est-à-dire les conséquences du viol, des actes de torture et de barbarie, etc. La victime qui était à terre pendant des mois, dont tous les proches ont constaté l'atonie, la perte de vitalité, la tristesse profonde, qui s'est réfugiée dans le silence, sous antidépresseurs pendant des années, n'étant plus en capacité de mener à bien ses projets, se demandant si elle va tenir avec des idées suicidaires. Toutes les manifestations d'un post-traumatisme sévère, état dans lequel elle n'était pas avant, les faits. Ça, c'est quelque chose qui ne rentre pas dans le prisme d'analyse. Et si on prenait en compte les symptômes de stress post-traumatique de la victime, peut-être qu'on aurait plus de difficultés, je pense, à dire qu'elle était consentante à un rapport masochiste. Au-delà d'être peu pris en compte, les symptômes de stress post-traumatique, comme l'anxiété généralisée, la tristesse, la colère extrême, la difficulté à raconter de manière concise, peuvent aussi être utilisés contre les femmes, considérant qu'elles exagèrent. Ainsi, au traumatisme provoqué par les violences, vient s'ajouter ce que la psychologue et chercheuse américaine Jennifer Freud appelle « traumatisme de trahison ». Un traumatisme qui s'installe suite à la maltraitance des institutions, censées accompagner ou protéger les victimes. C'est ce que m'a expliqué Annie Ferrand. Elle est psychologue clinicienne, spécialisée dans le traitement des psychotraumatismes. Suite à son DEA en psychopathologie et psychanalyse, elle a mené de nombreuses recherches sur une critique féministe des concepts fondamentaux de la psychanalyse. Nombre de victimes de violences sexuelles qui viennent me dire « mais mon psy m'a dit que je l'avais cherché, que quelque part inconsciemment, pourquoi en étais-je là est-ce que j'aurais pas un fantasme, quelque chose, et ma relation au père et je comprends plus rien. Suis-je vraiment hystérique? Suis-je vraiment borderline? Moi, j'entends plein de patientes qui me disent « suis-je vraiment psychotique ?» Les femmes témoignent auprès de moi, ou des enfants aussi témoignent auprès de moi, de phrases qui sont restées même pendant 10 ou 15 ans, fichées dans le cerveau, exactement comme les phrases de l'agresseur. Cela peut aller de « mais tu n'as rien dit » à « mais tu as enlevé ta culotte ». L'agresseur pourra faire croire à la victime qu'elle est plus que consentante, qu'elle est active dans tout ce qui se passe. Et ensuite, des professionnels peuvent renforcer ce discours, de dire que quelque part, au fond,
de la plaignante, il y aurait un moteur de l'acte qui a été commis contre elle. Il y a une imputation d'un sujet tapis dans l'ombre qui est aux manœuvres de la personne sans qu'elle le sache. C'est vraiment une conception très psychanalytique, c'est une conception très freudienne de la subjectivité, qui peut être intéressante dans certaines analyses, mais par contre, sur la question des victimes, elle est totalement non opératoire, elle est fausse scientifiquement, et elle est très très grave cliniquement et politiquement. Ils vous disent que c'est d'inconscient à inconscient ou de psychisme à psychisme. Alors monsieur est dans ses fantasmes archaïque, infantile, de lutte contre la mère archaïque qui va le dévorer. Il est en lutte avec un effondrement moïque, narcissique, avec sa faille d'enfance. Et madame, elle est dans son transgénérationnel, répétitif et du coup masochiste. Et donc c'est la rencontre entre une névrose personnelle d'un côté et une névrose personnelle de l'autre, un élément sadique qui relèverait quand même de la psychopathie, va rencontrer un élément masochiste. On en revient à ce que moi j'appelle des interprétations sidérantes ou des analyses sidérantes ou des analyses paradoxales. Il y a en effet une présomption de masochisme. Ce n'est pas un moment de l'écoute bienveillante et neutre de la patiente que le psy se dit « Ah, tiens, mais n'y aurait-il pas un élément de masochisme ?» C'est une présomption. C'est ancré dans la théorie. Il y a des concepts qui justifient que la majorité des psychanalystes pourraient invoquer du masochisme quand on leur propose une situation de sadisme. Il existe des ramifications de concepts qui permettent de dire à un moment que la sexualité naturelle masculine est agressive et la sexualité féminine est passive, virgule, objectivante, virgule, masochiste, qui va non seulement être consentante à la destruction qui lui est faite, mais va y prendre plaisir de manière malsaine. Et l'hystérique, c'est celle qui va être présumée mettre en scène, se mettre en scène dans une souffrance qui n'est pas la sienne. Elle fait savoir, elle se fait être, elle se fait voir, et toute cette terminologie autour de la mise en scène et du jeu va avoir pour effet de faire croire au lecteur du rapport d'expertise ou du rapport de visite médiatisée qu'elle ment, elle veut manipuler l'équipe ou le professionnel auquel elle s'adresse, et pour des intentions qui sont, si elle est mère, pour évincer le père, et si elle est femme se plaignant, pour nuire à l'individu dont elle se plaint. Hystérique va se retrouver sous forme d'histrionique, hystériforme. Ce sont des mots qui gravitent toujours autour de la même idée d'une exagération, d'une mise en scène théâtrale, d'une volonté de se faire voir, d'une volonté de se faire plaindre au-delà de la véritable souffrance. Venir prendre la personne à un instant T, la femme à un instant T de sa vie, à 30 ans par exemple, regarder et se dire « Oui, vous venez vous plaindre pour une violence ici et maintenant, mais enfin, regardez, vous avez aussi été victime à 22 ans, puis aussi à 20 ans, et puis aussi à 15 ans, et puis visiblement, ce qui s'est passé autour de 7-8 ans, c'était pas clair. Oh, c'est de la répétition, c'est de la répétition inconsciente. » Donc, soit vous vous plaignez trop par rapport à ce qui est arrivé parce que vous étiez trop vulnérable, trop fragile. Donc le retentissement psychologique dont vous vous plaignez aujourd'hui, en fait, c'est un cumul d'avant et de maintenant. Et donc, vous exagérez aujourd'hui. Soit vous avez déjà été victime, et donc vous répétez inconsciemment, et là vous êtes co-responsable. Donc vous surinterprétez l'intentionnalité de l'agresseur. Il n'a pas été aussi dangereux que cela pour vous. Vous avez été co-responsable. Et c'est tout l'enjeu aussi d'arriver à dépsychologiser un certain nombre de violences que nous, féministes, on dirait politiques, c'est-à-dire socialement organisées et dont la répétition est statistique. Nous étions là au mauvais moment, au mauvais endroit, parce que nées femmes. Le fait d'être femme nous prédispose sociologiquement à vivre un certain nombre de violences. Il s'agit de vulnérabilité.
Comme Annie Ferrand, la psychologue Françoise Sironi voit passer dans son cabinet de nombreuses femmes victimes d'expertises abusives ou d'accompagnement psychologique défaillant. Françoise Sironi est elle-même experte auprès de la Cour d'appel de Paris. Elle travaille actuellement sur un ouvrage consacré à ces questions. Au fil de sa pratique et de ses analyses, elle a élaboré le concept de maltraitance théorique. Une théorie peut être maltraitante, une pratique thérapeutique peut être maltraitante. Lorsqu'on évoque par exemple la psychanalyse, mais ça peut être un autre référentiel théorique, lorsque ce référentiel théorique préférentiel est unique, lorsqu'on ne se questionne même pas sur ce que ça fait de penser une personne ou ce qui lui arrive avec une théorie donnée, sans la questionner, on enferme une personne dans une boîte. Gilles Deleuze m'a beaucoup aidé et m'a libérée. Quand il a écrit, il y a très longtemps, je crois que c'est en 1975, dans un entretien avec Foucault sur la question du pouvoir, eh bien, il a dit « Une théorie, c'est comme une boîte à outils. Soit elle sert, et tant mieux, et si elle ne sert pas, on en a d'autres à construire. » J'ai été libérée. Et c'est peut-être aussi comme ça que j'ai pu penser ce concept de maltraitance théorique, que j'ai pu me permettre. Ça m'a donné une clé pour adapter notre cadre de pensée à ce que vit la personne. Si on a toujours la même théorie, le DIP, papa-maman, la soumission à l'autorité comme fondatrice de la société, etc., on est complètement à côté de la plaque. Et mettre une personne en position d'expertise, c'est la situation la plus éthique qui soit. On partage quelque chose, on demande à la personne est-ce que ça correspond ou pas. C'est quand même la personne qui est experte elle-même de son mal, de ce qui lui est arrivé. Et alors là, l'expertise prend une toute autre tournure. Une expertise, c'est aussi une manière de restituer du sens sur ce qu'une personne a à dire. C'est peut-être aussi des pans entiers qui manquent à la formation de certains psys. On peut se dire, ils ne sont pas tous dans le déni. Certains peuvent être dans le déni, ils ne veulent pas voir. Mais qu'est-ce que le genre fait aux personnes ? La question de la masculinité dominante, de ce que sont parfois les rites de domination. Lorsqu'on est dans des cas d'inceste, par exemple, ton premier homme, ce sera moi, dit le père. Même si ce n'est pas dit comme ça s'appelle un rite de domination. Alors si on n'a pas tous ces concepts, je suis désolée, alors on est toujours dans la maltraitance théorique par défaut. Dans leurs travaux sur les violences conjugales, les chercheurs David Font et Solveig Le Lorrain expliquent qu'il est essentiel d'articuler analyse psychologique et analyse sociale au risque de psychologiser les violences et donc de les minimiser. Pour eux, cette psychologisation est à l'œuvre dans toute la société, y compris pour les agresseurs. On entendra ces phrases « il était fragile »,« il buvait trop »,« il avait des problèmes de dépression »,« c'est un pervers narcissique ». Cette psychologisation a une fonction, elle permet de ne pas remettre en cause l'ordre social et patriarcal, de pointer du doigt certains hommes uniquement et d'éviter aux hommes de s'interroger sur leurs réflexes de domination. Madame la Présidente, Madame et Messieurs les assesseurs, Mesdames et Messieurs les jurés. Je l'aimais tant que pour la garder, je l'ai tuée pour qu'un grand amour vive toujours. Il faut qu'il meure d'amour. Occulter le caractère systémique des violences, c'est ce qui s'est produit lors d'un procès en cour d'assises l'année dernière. Et l'on voit bien là comment la violence la plus extrême. Il s'agissait d'un féminicide. Le meurtre de sa compagne. Frédérique Paulet-Rouillère était avocate de la partie civile, à savoir du petit-fils de la victime. Et c'est beau l'amour. L'accusé a tué sa compagne en l'étranglant. Il l'a ensuite dépecée avec une scie électrique, puis a placé les morceaux de son corps dans des sacs, qu'il a brûlés, avant de continuer à utiliser pendant plusieurs mois la carte bancaire de sa compagne morte, organisant ainsi son impunité. Ce qui s'est passé pendant l'information judiciaire et l'audience, c'est le crédit qui a été apporté à une expertise psychiatrique et médico-psychologique. Psy nous raconte qu'il a un rapport aux femmes qui est un rapport à des objets, qu'il n'en fait pas des sujets. Mais elle nous dit aussi que cette femme était hystérique, qu'elle était luciférienne. Il y a l'évocation de la sorcière, il y a l'évocation d'une femme qui peut pousser à bout un homme. Et elle va finir par considérer que c'est parce qu'elle est masochiste qu'elle s'est exposée à un conjoint violent. Page 36. Voilà comment termine. Voilà. Point notable,
outre l'image même du couple mortifère se dévorant l'un l'autre, dans une bascule de l'amour à la haine, une forme d'abandon à son sort chez sa victime, à cette étreinte mortelle, et à ses mains qui la tuent, un élément que nous croyons tout à fait plausible et que nous saurions comprendre à l'aune de la souffrance masochique qui la parcourait et des pensées suicidaires qui semblaient régulièrement l'agiter. Donc la destruction totale de cette femme n'est pas uniquement liée à la personnalité de monsieur, elle est liée à une interaction singulière entre elle et lui. Bah oui, en fait, elle était tellement hystérique qu'elle l'a poussé dans ses retranchements et qu'il a fini par exercer une violence vraiment un peu malgré lui. Et du coup, ça permet finalement d'accueillir le récit de monsieur, c'est-à-dire on s'est battu. Elle m'a inquiétée parce que je pensais pas avoir le dessus. J'en suis venue à l'étrangler. Puis là, oups, je me suis pas rendu compte que j'allais trop loin et je l'ai tuée. Et en fait, ces femmes, elles ne meurent pas pour rien. Elles ne meurent pas parce qu'elles ont été tout à coup confrontées à une pulsion. Elles meurent sous les coups de quelqu'un qui a une conception de son rapport aux femmes, de domination, et qui est une conception violente. Elle est morte parce qu'elle a résisté. Elle est morte parce qu'elle s'est débattue. Et ça, c'est inadmissible pour un dominant, la résistance. Le meurtre de cette femme n'est jamais que le dernier acte d'une série de violences conjugales de la part de monsieur. Il y avait plein d'éléments, en fait, qui montraient la manière dont il objectivise les femmes en permanence et dont il se sert d'elles à des fins sexuelles et à des fins économiques aussi. Et c'est ça que j'ai du mal à mettre à jour parce que je sens bien, en fait, qu'il y a une réticence de la part de la Cour. On refuse d'avoir des analyses de la relation de pouvoir qui a présidé au viol ou qui a présidé au meurtre. Au point que moi, quand je situe, en fait, cette femme dans un parcours de violence conjugale, j'ai une présidente, moi, qui lève les yeux au ciel. Pour elle, c'est pas le sujet. C'est-à-dire qu'en fait, l'experte, donc évidemment, a été entendue pendant l'audience. On lui a donné beaucoup de temps pour développer son analyse. Il y avait une vraie attention à la manière dont elle déroulait son expertise. On ne s'est pas interrogé sur le fait qu'elle diagnostique cette femme morte qu'elle n'a jamais rencontrée comme étant masochiste. Cette experte psy ne fait aucune référence au dossier médical de cette femme. Et donc, j'ai une consoeur qui lui pose cette question-là, mais c'est quand même une victime de violence conjugale. Et cette experte qui est absolument ulcérée par cette question, qui se retourne vers nous, avocates des parties civiles, et qui fustige la victimisation des victimes, c'est-à-dire leur prétendue attitude victimaire, et qui finit par lever les yeux au ciel aussi, elle, à joindre les mains et à dire de l'accusé dont on fait le procès, pauvre homme. Comme si c'était lui, en fait, qui était victime d'une harpie, d'une sorcière, d'une hystérique, et qui ont amené cet homme, en fait, à cet acte extrême. Et donc, on a un petit monsieur qui paye pas de mine, qui a pas l'air méchant, qui est tout doucereux en audience. On a une cour qui, quand même, face à cette monstruosité, est plutôt, en fait, quand même dans une forme de bienveillance. Il m'a semblé qu'il y avait un boulevard dans cette audience pour que monsieur ait la possibilité de dire à maintes reprises qu'il s'agissait d'un crime passionnel. Il n'a pas cessé de dire que c'était un accident, quand bien même derrière il la dépaisse et qu'il l'incendie. Et son dernier mot, c'est de lui parler à elle en lui disant « je t'aime ». Et il a été finalement condamné à 25 ans de prison, et pas à perpétuité. Mais la question, c'est pas tellement la peine, en réalité. Et sur le plan du symbole, ça raconte qu'effectivement, on a tenu compte de circonstances atténuantes. Les circonstances atténuantes, en fait, c'est l'hystérie de cette femme. C'est sa personnalité pathologique, c'est le fait qu'elle n'était pas gérable. Pour moi, c'est une injustice. C'est en fait renoncer à dire la vérité sur cette histoire. Alors évidemment, la vérité judiciaire, c'est pas la vraie vérité, c'est pas la vérité de la vie, etc. Mais l'idée quand même, c'est de s'en approcher de la réalité des violences. Enfant, je ne me suis jamais imaginée rose princesse, mais sorcière. Je n'épousais pas papa, je le tuais, pour protéger maman et pour sauver ma peau. Se mettre à la place du père, c'est aussi se mettre à la place de qui abat maman. C'est comme ça que j'ai construit mon rapport à la masculinité.
Le couple parental égale bourreau, victime. Un jour, un thérapeute a émis l'hypothèse selon laquelle mes tentatives de suicide suivaient le modèle paternel. Le modèle, la pulsion de mort en héritage, une singerie pour m'en rapprocher. Je lui ai cassé le nez avec le cendrier. Un baccarat, pas de la camelote. Le cabinet était à Saint-Cloud. Me mettre à la place du père, être de l'autre côté, du miroir comme de l'arme. Être celui qui décharge et celui qui s'écroule lorsqu'il l'a décidé. Parce qu'on m'affirmait que l'apanage des femmes était l'abnégation, j'ai longtemps cru avoir un homme à l'intérieur. Une femme avec personne dedans. Chloé Delhomme. Régulièrement, Annie Ferrand analyse les rapports d'expertise. Elle constate que les féminicides ou les viols ne sont jamais définis comme des crimes de haine contre les femmes. Les psychanalystes ou les experts d'inspiration psychanalytique auront du mal à qualifier la haine dans les crimes dont pourtant ils ont connaissance, pour une raison simple, c'est que la haine a un statut particulier dans la psychanalyse, c'est un concept en soi, et c'est un concept qui est relié de manière assez tordue à l'amour. Le lien primordial à la mère est marqué par l'ambivalence de ce que Lacan lui-même a appelé l'énamoration, pour dire comment l'enfant, dès le départ, a un rapport ambivalent à la mère qui va être fait d'amour et de haine. Et donc il y a des mouvements de sadisme envers le sein, de dévoration du sein maternel. Et ce sont les définitions freudo-lacaniennes de la sexualité infantile, de la pulsion, et ce que Freud appelle les fantasmes originaires sont marqués par ces logiques de viol, de meurtre, de castration, de mutilation. Il y a quand même l'idée chez les psychanalystes que c'est l'infantile qui est premier, et c'est l'infantile qui persiste à travers les âges de la personne adulte. En criminologie, beaucoup plus encore que simplement chez les experts d'inspiration psychanalytique, le mot qui revient le plus souvent pour décrire des hommes qui pourtant ont commis des actes dont on peut supposer qu'ils peuvent être très froids à certains moments, c'est le mot immature. Et l'expert psychiatrique va aller plus loin que le terme d'immature, elle va parler d'enfant. Un homme devenant opératoire, pragmatique, méthodique, avec la férocité d'un enfant pris en faute et voulant la cacher. Fin de citation. C'est comme cela que l'expert ici prétend comprendre pourquoi il aurait démembré sa victime, puis ensuite il l'aurait brûlée. Et là, on en revient encore une fois à ce mécanisme qui consiste à soustraire la scène de crime et à la transposer dans une scène psychique dont le psychanalyste est le seul à comprendre les logiques, les concepts, les termes et les acteurs. En tant qu'experte au sein de la Cour pénale internationale, Françoise Sironi a eu l'occasion d'expertiser des criminels contre l'humanité dans le cadre de régimes génocidaires. Elle a ensuite réalisé de nombreuses recherches sur les violences collectives. Au fil de ses travaux, Françoise Sironi a théorisé le concept d'homme-système. Pour elle, il peut aussi s'appliquer aux auteurs de violences sexistes et sexuelles dans des régimes démocratiques patriarcaux. Un homme-système, c'est un homme qui est devenu tel qu'il pense que le système voudrait qu'il soit. Ça peut être le système patriarcal, ça peut être le système familial. Il devient performatif de sa masculinité dominante, performatif lorsqu'il est tortionnaire, alors domestique, ou alors tortionnaire dans les prisons ou dans les salles de torture. Il va se construire une identité exactement à l'image de ceux à qui il veut plaire ou de ceux à qui il veut appartenir. C'est pour ça que je dis toujours, on ne naît pas violent, on le devient. Qu'est-ce qui s'est passé dans le cas de la haine des femmes ? Cet homme n'est pas né dans le berceau avec la haine des femmes, ou alors on lui a mis dans le berceau, on lui a mis en dessous de l'oreiller. On ne naît pas désempathique, on le devient. C'est-à-dire perdre sa capacité d'empathie. L'empathie, c'est arriver à penser comment vit, comment pense, comment ressent un autre ou une autre, sans pour autant perdre sa personnalité. Et lorsqu'on devient désempathique, l'autre n'existe plus. Il est votre jouet, il est sous votre emprise, il doit être exactement tel que vous voudriez qu'il soit. On prend complètement en compte cette dimension sociétale et politique. Ça fait totalement partie du travail thérapeutique. C'est pas que papa-maman, la petite enfance, c'est aussi le politique, comment ils se situent là-dedans, comment ils se sont
construit comme ça, pourquoi c'était intéressant pour eux de se penser homme de cette manière-là, pourquoi n'ont-ils pas pu faire autrement, etc. Et c'est comme ça qu'on déconstruit cette fabrication masculine de la masculinité violente, dominante. Et déconstruire sa fabrication, qu'elle soit politique, culturelle ou aussi sa petite enfance, ça ne veut pas dire le déresponsabiliser. La question filigrane, c'est toujours qu'est-il arrivé à votre conscience ? C'est des toutes petites choses. Et c'est pour ça que c'est difficile à décrire et à identifier, qui font qu'à la fin, je ne savais plus s'il y avait tel aliment ou pas dans mon assiette, tellement il m'a dit qu'il n'y avait pas, mais moi je sentais bien qu'il y était en fait. Et effectivement, après je le voyais dans la poubelle, mais il m'avait soutenu pendant 1 heure qu'il n'y avait pas, et que c'est moi qui faisais ça juste pour le rendre fou en fait. Il y a peu de temps, Marie s'est séparée de son conjoint suite à des violences psychologiques graves. Il pratiquait des humiliations constantes, remettait en question son avis, ses convictions. Peu à peu, Marie a perdu toute confiance en elle. Il y a des choses, je m'en suis rendu compte en parlant avec des collègues, quand elles me disaient « Mais non, mais enfin, tu dois discuter ça, ça, ça ». Et je les regardais comme ça, mais je n'oserais jamais lui dire ça. Donc, qu'elle me regardait en me disant « Mais t'as peur de lui ?» Je sais pas, oui. Et je croyais que c'était normal, en fait, d'avoir peur. En plus, lui, tout le monde a peur de lui. Donc, je remettais même pas ça en question. Marie a eu un enfant avec cet homme. Quelque temps après la séparation, elle reçoit un message de sa nouvelle compagne, avec qui elle n'avait jamais été en contact. Celle-ci lui explique qu'elle le quitte suite aux mêmes violences. Elle tient surtout à dire à Marie qu'elle est inquiète pour son fils. Elle lui transfère une vidéo que lui a envoyée le papa, sur laquelle Marie le voit torturer psychologiquement leur enfant. J'en parle tout de suite à la psychologue, à mon avocate, et tout le monde me dit « Non mais là, faut agir ». De toute façon, ma psy me dit « Tant mieux si vous le faites, parce que moi sinon, là, j'étais obligée de faire une information préoccupante ». Et donc avec ça, on saisit le juge en urgence. Je demandais des visites médiatisées. On avait demandé 2 heures tous les 2 semaines. On a eu une audience devant le JAF. La JAF demande une expertise médico-psychologique. Et elle décide, enfin c'est le tribunal qui dit dans quel cabinet ça va aller. Les expertises médico-psychologiques sont souvent demandées par les juges aux affaires familiales lorsqu'il y a désaccord sur la garde des enfants suite à des violences. Je pensais qu'on serait reçus séparément. Et je reçois une convocation pour tous les 2. J'appelle le cabinet et je demande un rendez-vous seul, que j'ai peur quand il est devant moi, que je risque de ne pas parler sincèrement et que ça m'atteint beaucoup. Et elle me dit « Bah d'accord ». J'arrive, je vois 2 personnes arriver qui se présentent comme les 2 expertes psychologues et qui me disent qu'on s'est mal compris et que, bah non, il faut qu'elles nous reçoivent ensemble parce que sinon ça sert à rien, parce que sinon elles vont avoir sa version à lui, puis ma version à moi, puis elles sauront pas laquelle est vraie. Et elle me répète 3 fois que c'est comme je veux, mais que quand même c'est nécessaire. Comme il y a un JAF derrière, que moi j'ai dit oui à l'expertise au JAF, bah je suis obligée en fait. Elles m'ont demandé pourquoi on s'était séparés, donc j'ai raconté. Et elles m'ont dit « Ah, vous vous sentiez délaissée en fait. » Voilà. Alors je décris des humiliations, je dis je me sentais dégradée, humiliée quotidiennement. Et « Ah, mais vous vous sentiez délaissée en fait. » Lui raconte aussi pourquoi pour lui on s'est séparés, donc parce qu'il avait une vie professionnelle trop pesante. Il est devenu pas bien pendant ma grossesse parce que ça lui faisait penser à ses fragilités d'enfant. Et donc... elles disent, bah oui, le pauvre, il est fragile, en fait. J'ai compris que leur hypothèse, elle était posée dès le départ. Pour commencer la séance, elles ont dit, on est là parce que vous avez un problème de communication et que vous ne pouvez pas régler les problèmes entre vous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Est-ce qu'il faudrait que vous vous disiez pardon ? Et j'en revenais pas, quoi. Je me dis, mais c'est pas du tout un problème de communication. On est là parce qu'il y a un problème de maltraitance envers mon fils, quoi. Pas parce qu'on n'arrive pas à communiquer. Ou si on n'arrive pas à communiquer, c'est parce qu'il y a violence. Mais c'est la même envers mon fils. Donc elle ramenait tout à un problème de couple, où ça devenait, alors pris séparément, vous êtes tout à fait adaptés, mais dès qu'on vous prend ensemble, alors là, ça marche plus du tout. J'ai essayé de parler de la vidéo, il y a un jour où j'ai réussi, et la réponse a été ah oui, visiblement, vous êtes traumatisé par cette vidéo. Vous projetez en fait vos peurs sur Thomas, c'est vos peurs de monsieur que vous projetez sur Thomas, comment on peut faire pour vous rassurer, etc. Et de toute façon, à chaque fois que j'essayais de parler d'une chose passée, elle répétait « le passé, c'est le passé ». Et elle nous explique que la relation entre le fils et le père, c'est comme un crocus
sur lesquels je verrais de la chienlit et donc que j'ai un conflit éthique à résoudre. Est-ce qu'il faut l'enlever ou est-ce que... Alors là, j'étais complètement paumée. Et que je n'aide pas à construire la relation père-fils en validant les peurs de Thomas. Donc quand il me dit qu'il a peur de son père, je devrais lui dire « Bah non, t'as pas à avoir peur » et aller contre toutes ses émotions. C'est-à-dire ne pas valider, c'est pas forcément lui dire « Ah oui, t'as raison d'avoir peur ». Non, parce que ça l'aiderait pas. Je dis pas ça. Je dis pas comment on peut faire. Est-ce que tu veux m'appeler ? Non, ça t'aide pas. Je fais plein de choses pour le préparer, pour le rassurer, pour trouver des solutions. Mais je peux pas lui dire « Tu n'as pas à avoir peur de ton père ». Elles se rendent compte, là j'ai marqué, elles se rendent compte qu'il change toujours de niveau de discussion, qu'il passe de Thomas à moi, qu'il joue la victime. À un moment, il dit « Si c'est comme ça, je ne veux pas faire partie de la vie de mon fils. » Et là, on joue tout le jeu. « Oh mais non, mais tu peux pas dire ça. Mais tu te rends pas compte que c'est lui faire du mal et tout. » C'est-à-dire que là, il fait le chantage, la manipulation, le truc, elle rentre dedans. C'est incroyable. Alors que c'est une violence extrême de dire si c'est comme ça, je sors de la vie de mon fils. Son excuse finalement, c'est je suis pas un papa souvent. Comme si il était papa que quand il avait son fils en fait. Pourquoi vous voulez dire que vous n'avez pas le temps pour exprimer tout ce potentiel-là, ou que vous savez pas comment faire, ou que vous le connaissez pas, et pas de réponse là-dessus quoi. Donc en fait, il s'est posé en victime sacrificielle, le fameux retournement, et c'est moi qui apparaissais pour vraiment une méchante maman qui veut exclure le père de son fils. Preuve en étant, ça il l'a dit, et elles l'ont repris dans le rapport quand même quasiment, je crois même sans guillemets, preuve en étant que j'ai fait un deuxième enfant toute seule. C'est bien que je veux exclure les pères de la vie de mes enfants. Et elles sont revenues plusieurs fois sur le fait que monsieur avait changé. Il a présenté l'incident filmé comme justement un incident, un dérapage. Elles ont parlé de débordement. Et donc, elles voyaient bien que moi, je ne faisais pas confiance à son changement. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour me donner confiance ? Mais à côté de ça, elle disait « Monsieur, il faut écouter madame, c'est votre plus grande alliée parce qu'elle sait ce que ça fait, ce que vous pouvez dire parfois, etc. » Donc, elle reconnaissait un comportement inapproprié. Elle reconnaissait que moi, mon comportement était approprié. Je me souviens une fois où j'étais avec elle, où il n'était pas là, j'ai dit, mais comment on fait ? Enfin, comment on peut l'aider alors à être père ? Je voulais voir jusqu'où ça allait, quoi. Enfin, je les prenais à leurs mots. Et elles m'ont répondu, mais madame, c'est à vous de l'aider. Ah, voilà, s'il y a une expression magnifique. Le conflit entre nous embolise nos capacités parentales. Elle préconise une thérapie conjugale pour solder les comptes. Et si les choses se dégradent, le juge des enfants. Et elles symétrisent les dangers. Elles disent que moi, j'ai peur qu'il détruise psychologiquement Thomas, et lui, il a peur que je l'exclue de la vie de son fils. Et elles concluent, à peu près à un moment où on s'en va, elles disent oui, il va falloir comprendre un peu quel mal vous vous faites l'un à l'autre, parce que finalement, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a emprise réciproque. Là, je suis sortie de là sans plus pouvoir dire un mot. J'avais les jambes qui tremblaient. La deuxième psy qui me regarde en me disant « Ça va aller ?» Je n'ai absolument pas pu répondre, tellement elle m'avait mise dans une situation atroce. Ce dispositif-là reproduisait la violence, et pour lui, c'était un boulevard. Et je vais mal répondre, et ça va recommencer. Et je vais me taire, et ça va se calmer. Et je vais partir, et ça va être terrible. Et je vais retomber, et ça va me blesser. Et je vais mourir, et ça va se terminer. Et je vais rester, et ça va durer. Et je vais tout dire, et ça va pas aller. Et je vais, et ça va. Et je vais dénoncer, et ça va s'arranger. Et je vais désobéir, et ça va me sauver. Et je vais oser, et ça va tout changer. Et je vais vivre, et je vais, et ça va.
rouge pute, Perrine Le Quérec. Suite à l'expertise, le juge aux affaires familiales ordonne une enquête sociale pour Marie et pour son ex-conjoint. Annie Ferrand suit beaucoup de femmes qui se retrouvent dans cette situation. Elle explique que les violences conjugales sont très souvent décrites comme du conflit parental. Il y a ce procédé qui consiste à gommer la hiérarchie en mettant dos à dos les deux protagonistes et donc en supposant une égalité de facto dans la relation et une symétrie de comportement. Monsieur a des traumas, madame a des traumas. Monsieur a été débordé par ses émotions, madame a été débordée par ses émotions, sauf qu'on ne spécifie pas que les traumas de monsieur, au regard de sa structuration psychique, seraient beaucoup plus évocateurs d'un risque de dangerosité ou un risque de récidive, parce qu'il risque de remettre en acte les choses dont il a été le témoin, par exemple de la violence conjugale de ses parents. En tant qu'homme, il va être plus à risque de le reproduire contre sa propre femme. Et par contre, quand on regarde le trauma de madame, qui est éventuellement peut-être le même, c'est-à-dire d'avoir été victime de violences conjugales à l'enfance, eh bien par contre, elle, étant donné que c'est une femme, elle est beaucoup plus à risque de resubir des violences conjugales. Et ça, cette hiérarchie de genre, ça n'est pas prise en compte. Et donc on met dos à dos les traumas du père et de la mère, on met dos à dos les comportements, monsieur qui hurle, madame qui hurle. Et on soustrait littéralement cette situation du contexte, c'est-à-dire on ne prend pas en compte tout simplement la matérialité des corps, il n'y a pas non plus de considération sur l'intention. Un homme qui crie pour terroriser alors que lui-même n'a absolument pas peur, il s'agit tout simplement d'un mode opératoire. Une femme qui crie parce que cela fait 1 heure qu'elle essaie de se faire entendre, qu'elle n'a pas le rapport de force pour se faire entendre et que par ailleurs il est très important qu'elle se fasse entendre parce que sinon c'est la colonie de vacances de l'enfant qui va être annulée si monsieur ne bouge pas. Là, elle est en... On peut appeler ça de la légitime défense, on peut surtout appeler ça un cri d'impuissance. On les met dos à dos et on dit « Ah, c'est du conflit, 50-50. L'un et l'autre doivent trouver une solution, résolution de conflit, médiation, dialogue, et on dépasse les obstacles. » Ce que l'on voit, rapport après rapport, expertise après expertise, sur le rôle paternel, le rôle de la mère, la fonction paternelle, le tiers, le père repère, le père tiers, enfin tous ces jeux de mots ou ces pseudo-concepts autour de la fonction paternelle, l'accès au langage, le tiers garant de la loi, le nom, la lignée paternelle, le patronyme. Tout cela correspond à un imaginaire du père qui, comme on le voit, est extrêmement positif et très abstrait aussi. Et par contre, à l'inverse, la figure maternelle, elle va être plongée dans l'architecture théorique freudo-lacanienne et de Racamier également, pour en venir à un imaginaire de la mère qui est beaucoup plus effrayant qu'un imaginaire du père. Et on a toute une tradition chez les psychanalystes pour parler de la violence maternelle. Et là, ça va être le noyau dur de la maternophobie psychanalytique, c'est-à-dire cette ambiguïté de la figure féminine qui va détruire son enfant en voulant le protéger. Trop de bien tue le bien dès que c'est maternel, et c'est pour cela qu'on a... Elle est trop protectrice, elle est trop angoissée, voilà. Et aussi toutes ces mères incestueuses. On ne va pas avoir forcément noté noir sur blanc mère incestueuse. Par contre, on va avoir le champ sémantique de l'incestuel pour dire comment la mère elle-même a un rapport ambivalent à l'enfant qui va être d'amour et de possession dévoratrice. La mère va venir presque manger affectivement l'enfant avec toute cette ambiguïté entre le je t'embrasse, je te mords, etc. Et ce que d'autres vont décliner sous forme de fusionnel. La mère qui est angoissée, qui angoisse l'enfant, comme si on était encore lié par le cordon ombilical psychique. Une des compétences importantes d'un expert en situation où 80% de leur situation, c'est d'évaluer la parentalité de l'un et l'autre, ce serait peut-être d'avoir une boîte à outils, pour l'instant féministe, mais je pense qu'elle pourrait être historique et sociologique, sur quels sont les rôles sociologiques du père, de la mère, et quels sont les critères d'observation.
Et puis sur le juge pour enfants, pareil, une toute petite formation sur la différence entre conflit et violence, entre ce qu'est une parentalité maternelle et ce qu'est une parentalité paternelle, en l'état actuel de notre société, où les mères font 80% du travail parental, et donc il est absurde de venir nous dire « Bah madame, vous n'avez pas laissé la place à monsieur ?» Tu écrivais à chaque fois du coup en sortant ? Ouais, c'était encore une manière d'enlever et faire en sorte que ça tourne un peu moins dans la tête, quoi. Mais ça me fait bizarre de dire ça, parce qu'à chaque fois que je dis ça, par exemple, j'entends sa petite voix à lui qui se moque de moi. Voilà les petits trucs qui restent, en fait. Dénigrement permanent, J'ai presque honte de dire que j'ai pris des notes, parce qu'en fait, je revois que, oh là là, mais c'est honteux. Voilà. Et c'est ça qui est le plus dur dans la violence psychologique, c'est que ce dénigrement-là, il reste des années, en fait. Il est à l'intérieur, constamment. Que reste-t-il dans la tête après des violences ? Que reste-t-il dans le corps après des violences ? Comment faisons-nous pour vivre avec ou s'en débarrasser ? Comment exister sous le patriarcat ? Comment être accompagné psychologiquement ? Et par qui ? Ce sera tout l'objet du prochain épisode d'un podcast à soi que vous retrouverez en mai et qui sera consacré à la psychologie féministe. C'était un podcast à soi de Charlotte Bien-Aimée, réalisé par Annabelle Brouard. Sélection des textes, Sarah Bénichou. Lecture, Emma Bretonne. Illustration, Anna Vanda Gogusset. Merci à David Fonte et Solveig Le Lorrain, ainsi qu'à Sol et Sarah. Un podcast à soi est produit par Arte Radio. Vous pouvez le réécouter sur toutes les plateformes de podcast et sur le site d'arteradio.com. Écrivez-nous à l'adresse unpodcastasoi@artefrance.fr, sur le Facebook d'Arte Radio, l'Instagram Charlotte Bien-Aimée ou le Twitter Un Podcast à Soi. Et si l'envie vous en dit, lisez un livre à soi pour prolonger cette écoute. Vive la radio, vive les podcasts, vive la révolution féministe.